Chapitre 2. Comment nous avons raté le coche. Pour bien comprendre l'état actuel des choses, on ne peut pas faire l'impasse de l'examen des forces en jeu dans le développement de l'éducation des nègres depuis sa mise en œuvre systématique dès l'émancipation. Ne faire la lumière que sur les défauts tels qu'ils apparaissent aujourd'hui n'aurait pas grand intérêt pour la génération actuelle ni pour celle à venir. Ces faits doivent être replacés dans leur contexte historique. Le passé a déterminé les conditions actuelles et par une étude rigoureuse de cette histoire, on peut mieux comprendre le grand théâtre d'événements dans lequel le nègre a joué un rôle. Il est possible de mieux comprendre ce que son rôle a été et à quel niveau il a interprété. L'idée d'éduquer les nègres après la guerre civile vint en grande partie d'un engouement philanthropique. Leurs voisins blancs n'avaient pas réussi à assumer cette responsabilité. La libération des nègres avait été le résultat d'un conflit d'intérêts au terme duquel leurs anciens propriétaires étaient apparus comme des victimes. De la part de cette classe de la population, les affranchis ne pouvaient donc pas s'attendre à beaucoup de sympathie ou de coopération dans leurs efforts pour accéder au statut de citoyen d'une république moderne. Les fonctionnaires du gouvernement des États-Unis et ceux qui ont participé à la conquête des sécessionnistes ont vite mis en place le plan d'enseignement pour ces affranchis. Élaboré par le Bureau des affranchis et les organismes philanthropiques du pays, ce plan reposait sur un apprentissage des tâches primaires de la vie courante. Systématisé, cet effort devint un programme pour l'organisation des églises, des écoles, et son orientation fut déterminée selon une ligne jugée la plus propice à la progression de personnes qui sinon auraient été abandonnées. Ça et là, des modifications ont été apportées au programme puisque la condition des affranchis n'était en aucune manière comparable à celle de leurs amis et de leurs professeurs. Ce raisonnement n'était toutefois pas généralisé. On croyait que les nègres seraient dûment qualifiés pour agir en citoyens de la nation quand ils apprendraient à exercer les fonctions que d'autres membres de la population s'étaient préparés à abandonner. Dans la mesure où la plupart des nègres vivaient dans les régions agricoles du Sud et qu'au début, peu d'entre eux avaient pu acquérir une petite ferme, leur vie se résumait aisément. La pauvreté qui les a affligés dès une génération après l'émancipation les a maintenus au plus bas de l'échelle sociale, théoriquement libres mais économiquement asservis. La participation d'affranchis au sein du gouvernement pendant quelques années au cours de la période dite de la reconstruction a eu peu d'impact sur la situation de ces nègres, si ce n'est qu'ils ont rejoint des blancs pauvres et analphabètes dans l'attente de certaines réformes sociales, notamment celle dotant le Sud de son premier plan d'éducation démocratique avec un système scolaire à la charge publique. Ni ce système scolaire insuffisamment soutenu, ni les grandes institutions plus conventionnelles qui résistaient à la même époque n'ont réussi à adapter le nègre aux réalités de la vie. Ces institutions se souciaient plutôt de la vie qu'elles espéraient pouvoir créer. Quand le nègre s'est vu privé de tout pouvoir politique et dans le même temps mal préparé pour participer, en occupant de hautes fonctions, au développement industriel naissant de ce pays, il lui est vite apparu évident qu'il perdait du terrain sur des choses élémentaires de la vie. Il passait son temps à étudier sur ce qui avait été et qui pourrait être, mais il apprenait peu de choses qui puissent l'aider à mieux réaliser les tâches qui se présentaient à lui. Les nègres, croyant que les causes de cette fâcheuse condition n'étaient pas raciales, ont été tentés par la migration et l'immigration vers l'Afrique a été encouragée. C'est à ce moment que la vague d'éducation industrielle a déferlé sur le pays. Les autorités éducatives dans les villes et les États de la Black Belt ont alors commencé à changer les programmes de formation des nègres pour les rendre conformes à cette politique. Les enseignants missionnaires du Nord, défendant leur idée d'une éducation plus libérale, ont attaqué de façon virulente cette nouvelle politique éducative et les nègres participant à cette dispute se sont rangés dans un camp ou dans l'autre. Pendant la génération suivante, la querelle pour savoir si l'on devait donner aux nègres une éducation classique ou pratique était le sujet dominant dans les écoles noires et dans les églises des États-Unis. On avançait que le travail était la chose la plus importante dans une vie et qu'une éducation pratique comptait pour atteindre cet objectif. Il fallait apprendre aux travailleurs noirs à résoudre ce problème d'efficacité avant de diriger son attention vers autre chose. D'autres, plus intolérants que les défenseurs de l'éducation industrielle, se sont emparés de l'idée selon laquelle le nègre devait avoir un semblant d'éducation, mais qu'il fallait distinguer la formation donnée aux nègres de celle donnée aux blancs. Dans la mesure où l'idée d'éducation industrielle a vite gagné du terrain, de nombreux nègres commencèrent à l'embrasser à des fins purement politiques. Écoles et universités espéraient gagner de l'argent en improvisant des aménagements pour ce genre d'instruction, en sachant bien qu'elles ne pouvaient pas la proposer dans des conditions satisfaisantes. Quelques sérieuses écoles industrielles se sont tout de même réellement équipées et ont formé des étudiants diplômés. Malheureusement, l'affaire s'est mue en une sorte de guerre des mots, car malgré tout ce qu'ils ont dit et fait, la majorité des nègres, ceux qui ont bel et bien fait un effort pour avoir une éducation, n'ont à vrai dire pas reçu d'éducation industrielle ou classique. Des nègres sont allés dans ces écoles industrielles,
ont suivi ces formations comme cela avait été prescrit et ont obtenu leur diplôme. Mais peu d'entre eux ont développé un savoir-faire leur permettant de réaliser ce que leur formation était censée leur apprendre. Les écoles dans lesquelles ils ont été éduqués ne pouvaient leur fournir toute la pratique des machines que les apprentis blancs formés dans les usines avaient. L'éducation industrielle reçue par les nègres consistait simplement à maîtriser une technique à laquelle les centres progressistes avaient déjà renoncé, et même pour ce qui est d'opérations industrielles moins compliquées. Ces écoles n'avaient pas d'équipement à la hauteur des nombreux processus effectués en usine. Il se peut que cette formation ait développé les esprits par une application pratique des mathématiques et des sciences, mais cela mis à part, elle fut un total échec. La majorité des nègres diplômés de ces écoles ont par conséquent pris d'autres voies, et trop souvent celles pour lesquelles ils n'avaient pas reçu la moindre formation. Quelques-uns de ceux qui s'étaient préparés à la sphère industrielle de façon autodidacte ont aussi dû rechercher d'autres emplois, car les syndicats empêchaient généralement les nègres d'espérer une promotion. Et incapables de devenir des capitaines d'industrie créateurs d'emplois dans ce secteur, les nègres n'ont pu s'offrir de grandes opportunités. À l'époque, les écoles noires d'éducation classique ne font pas mieux. Elles reposent sur l'idée que toute personne ambitieuse a besoin d'une éducation libérale, alors qu'en fait, cette dernière n'apporte pas nécessairement de résultats. Le nègre formé aux études supérieures de littérature, philosophie et politique n'a pas pu aller très loin dans l'application de ses connaissances parce qu'il a eu à travailler dans la sphère la plus basse de l'ordre social. Ses connaissances avancées en sciences mathématiques et langues n'ont eu pour résultat qu'une certaine forme de discipline mentale. Le vide intellectuel environnant n'a pas permis à ce nègre d'appliquer de telles connaissances parmi des personnes qui étaient pour la plupart de simples ouvriers des villes ou des péons dans les plantations. Une telle éducation a permis au nègre d'atteindre un niveau de réflexion, le but premier de toute éducation, mais elle ne l'a rendu que plus insatisfait qu'en visualisant la situation telle qu'elle est réellement, il a pu saisir le cours des événements et prendre conscience de l'impossibilité de la réussite. Il est par conséquent très clair que nous n'avons pas parmi les nègres aujourd'hui un grand nombre de personnes ayant bénéficié de l'un des systèmes au sujet desquels nous nous sommes tant querellés. Le nombre de mécaniciens et artisans noirs a relativement chuté au cours des 2 dernières générations. Proportionnellement, les nègres ne représentent plus autant d'ouvriers qualifiés qu'avant la guerre civile. Si l'éducation pratique que le nègre a reçue a permis d'arriver aujourd'hui à une situation qui, autrement, aurait été pire, elle n'a certainement pas résolu le problème autant qu'on l'espérait. D'autre part, malgré les nombreux nègres ayant reçu une éducation classique, nous ne trouvons pas au sein de la race noire abondance de penseurs et de philosophes. Une explication est que l'érudition chez les nègres a été entravée par la nécessité pour chacun d'eux de combattre la ségrégation et de lutter en permanence pour conserver leur acquis dans le conflit interracial. Relativement peu de Noirs américains ont produit des œuvres littéraires honorables. Ils sont encore moins nombreux à avoir contribué de manière significative à la philosophie ou à la science. Ils ne sont pas élevés au sommet, loin des influences de l'esclavage et de la ségrégation. C'est la raison pour laquelle nous ne trouvons pas parmi les Noirs américains de Pushkin, de Gomez, de Joffre, de Captain ou de Dumas, mais des hommes comme Roland Hayes ou Henry O. Tanner, qui se sont élevés au plus haut niveau en quittant ce pays afin de se libérer de nos traditions oppressantes et se relever de leur éducation.